want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Sold out shows, crowds that scream. 900 that come after 3. Vous vous posez tranquille sur le canapé, le best-of du plus à consommer sur place, à emporter, à partager, vous faites comme vous voulez, avec une très belle rencontre, celle de Brahim Koutari, cet échirolois qui va bientôt cartonner sur Netflix avec la série Les Lyonnes. Il est venu nous parler de son spectacle 24 Place Beaumarchais à la MC2. Et à l'occasion d'Octobre Rose, c'est le docteur Anna Lamotte, gynécologue au CHU Grenoble-Alpes, qui est venu nous parler cancer du sein et dépistage. On en apprend plus sur les relations entre les randonneurs, les chasseurs. Une application tente de créer du lien et Sylvain Visuti, la Fédération iséroise des chasseurs, vient débattre avec nous sur le plateau. Chine débarque à Grenoble, aux Galeries Lafayette, mais c'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement. C'est ce que nous a dit Lionel Coiffard, vice-président de la métropole chargé des déchets. Donc toi c'est comme ça quand t'as peur, c'est ça fait très maman j'ai raté l'avion pour le coup. Et on retombe en enfance avec Thomas Mondon, il est directeur marketing du parc préféré des Isérois. Walibi, on en est tous. Baba. Évidemment. Et pour Halloween, on adore Halloween, les décors, les monstres, le Docteur Mystique et un cirque pas comme les autres à découvrir. Maintenant, dans le plus, les meilleurs moments. C'est une grosse saison 2025-2026 qui s'annonce. Je disais un spectacle à la MC2. On va en parler dans quelques instants. Grosse série aussi sur Netflix. Ça fait le buzz. Hein. Les Lyonnes, une comédie d'action réalisée par un garçon incroyable qu'on a découvert dans Family Business. Exactement. C'est Olivier Rosenberg, voilà, si je dis pas de bêtises, un copain de Jonathan Cohen. Et puis alors un casting incroyable. Jonathan Cohen, François Damiens. Et puis vous vous C'est incroyable d'être à l'affiche avec eux. Ouais. C'est improbable, un échirolois. Ouais, bah oui. Et ben alors, c'est quoi le pitch très vite de cette série ? C'est sans spoil et sans tout raconter, je dirais que c'est les Lyonnes. En fait, c'est un groupe de femmes qui décident de faire des braquages. C'est pour ça, c'est une comédie action qui décide de faire des braquages. Mais le souci, c'est que elles vont se retrouver dans un engrenage. En fait, les armes qu'elles ont prises, elles sont pas à elles. Elles sont à nous. Et donc, il y a ce triangle entre les Lyonnes, donc Zoé Marshall, Pascal Arbillot, Nedra Ayadi. De l'autre côté, il y a moi, Olivier Rosenberg, Lucas Mortier. Et en pointe, il y a François Damiens, Jonathan Cohen. Et donc, un peu, c'est ce triangle-là très drôle. Quand on joue avec François Damiens et Jonathan Cohen, est-ce qu'on arrive à garder son sérieux ? Les tournages doivent être longs. François Damiens, oui. Jonathan Cohen, c'est très très drôle. Il est dissipé. C'est le producteur et puis en même temps, il est très très drôle. C'est un acteur formidable et il a une imagination débordante. Dès qu'il y a le silence, action, dès qu'on s'amuse avec lui. Je sais que la scène, elle va partir loin. Donc c'est du plaisir pour les spectateurs et pour nous. Bon, Ibrahim, ce personnage alors dans Les Lyonnes, c'est quoi le personnage ? Je vais pas spoil parce que c'est la première fois que je joue un personnage comme ça. Ça va être surprenant pour tout le monde. J'ai le côté un peu dur, mais j'ai le côté très doux, très tendre, et on s'attend pas. Vraiment, à l'écran, on va pas du tout s'attendre à ce moment-là. Et ça va être très drôle à voir, parce que moi, j'appréhende aussi ce moment-là. C'est la première fois que j'accepte de jouer un rôle comme ça, très intense. On va voir ce que ça va donner. Mais je suis du bon et du mauvais côté. Je suis les deux un peu. En tout cas, ça donne envie. Hein. On a l'impression qu'on va passer un bon moment. Oui, c'est sûr. Bon, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous revenez à la maison avec un spectacle intitulé 24 Place Beaumarchais. Une place qu'on connaît à Grenoble, pas forcément pour les bonnes raisons, je disais en début de plateau. Trafic de drogue, difficultés sociales, je ne refais pas le tableau, on le connaît malheureusement par cœur. C'est votre quartier, mais pourquoi ce titre ? Parce que justement, en fait, on raconte que des mauvaises choses et que 24 Place Beaumarchais. Moi, je voulais pas que le texte s'appelle Brahim Koutari. Déjà, il est écrit par la formidable Adèle Gascuel, qui a écrit le texte, qui m'a écouté. C'était long. Et c'est mis en scène par sa femme, Catherine Hargraves. Et c'est incroyable parce que nous trois, on a un univers différent. Et je voulais pas que ce soit uniquement l'histoire de Brahim Koutari. 24 Place Beaumarchais, c'est un lieu mythique. Et il n'y a pas que moi qui habite là-bas. C'est le texte du peuple. Il y a des autres gens, il y a les voisins, il y a tout le monde. Et en fait, c'est aussi comment je peux donner la parole à ces gens-là, comment on peut se retrouver dans des choses où justement, on ne se moque pas d'eux, on parle d'eux avec amour, avec douceur. Et on valorise ces gens-là. Pour moi, c'est important de valoriser Échirolles, Grenoble et puis tous les quartiers de France. Et c'est pour ça que ça s'appelle 24 Place Beaumarchais. Vous attendez à ce que tout le 24 Place Beaumarchais soit dans la salle pour ces représentations ? Ils seront là demain. Du coup, ça met de la pression. C'est plein quasi toutes les dates. Et c'est pour ça, que ça m'a rendu très heureux parce que il y a des gens qui ne sont jamais venus au théâtre et c'était ça le but aussi. Et justement, jouer à la MC2, ça représente quelque chose ? Ouais.
Bah, c'est l'une des plus grandes scènes nationales de France. Mais c'est l'arrêt tram, surtout quand on fait Chirol, Grenoble Centre. Exactement, Oui. c'est vrai. On va être très clair. Hein. Exactement, La c'est première la fois qu'on limite. a découvert la MC2, c'est l'arrêt tram. Exactement. Ou alors c'est la mais première maison de la culture de France. Exactement. Oui, non, mais écoute, non, on n'a pas forcément la même référence, mais c'est pas faux. C'est la maison, c'est à domicile. C'est ça qui est génial. Non, mais c'est vrai qu'on est issu de quartiers plus populaires, et même plus largement, je pense, pour beaucoup de jeunes grenoblois. Rentrer dans une maison de la culture, c'est pas une chose simple à faire, et c'est super qu'il y ait un spectacle comme le vôtre qui le permette. Forcément, même moi, pour moi, c'était quand j'étais petit, je savais pas qu'un jour j'allais venir à la MC2. Thiago. Exactement. Venir jouer mon spectacle, parler de mes parents, des habitants, enfin, du Incroyable. monde en général. Je dis, mais c'est impossible. Et là, aujourd'hui, j'y suis. Les salles, les dates, elles sont pleines. C'est grâce à Arnaud Meunier aussi qui m'a suivi, qui m'a pas lâché Qui est depuis le directeur de début. MC2. Exactement. On salue depuis ce soir. La comédie Saint-Étienne, il m'a pas lâché. Et il aurait pu partir. Et il m'a pas lâché. Et c'est pour ça que je le remercie. Adèle aussi, qui a souffert avec mes histoires à droite, à gauche. Et Catherine aussi. C'est pour ça que ça partait un peu dans tous les sens au début. Ouais, bah oui, c'est pour ça que moi, le solo, j'ai pas écrit moi-même, parce que je savais que ça me déborderait ou j'aurais fait un truc pas ouf. Et là, ce qu'Adèle a fait et ce que Catherine a décidé, c'est extraordinaire. Dans 24 Beaumarchais, vous dites la ZUP, j'aime bien ça. La zone UP de Grenoble. Ouais. C'est malin cette affaire. Territoire de France. J'aime bien parce que du coup, on joue avec les mots. Adèle est extraordinaire. C'est pour ça qu'elle a mélangé mon phrasé, mes mots, mes expressions, et elle en a fait la ZUP, zone UP du territoire de France. Banlieue rouge, j'appelle ça. Mais c'est très beau et du coup, ça sonne moins fort, moins grave finalement. C'est plus doux. Vous ramenez sur scène une partie de votre histoire, celle de votre quartier. Qu'est-ce que vous voulez partager avec le public qui ne sera pas que le 24 rue Beaumarchais? J'espère bien qu'il y aura beaucoup d'autres Oui, bien Grenoblois sûr. et autour qui ne connaissent pas aussi ce territoire. Bah, c'est ça le but. C'est que les spectateurs dans la salle, il y a on va dire toutes les têtes, et qu'il y a tout le monde dans la salle et que Qu'on c'est ait un des lieu gens de rencontre. Coran, qu'on ait du Place de Beaumarchais, Exactement. qu'on ait des gens de Cessin. Qu'on ait du 16e, qu'on n'ait pas du 16e, qu'on ait du 93, du 38, de n'importe où. Pour moi, c'est hyper important que ce spectacle y réunisse et qu'on puisse aussi se rencontrer parce qu'on manque de rencontres. Et c'est là où Adèle et Catherine ont été fortes, c'est que c'est vraiment un lieu où on va pouvoir tous se retrouver. Ceux qui ont l'habitude d'aller au théâtre, ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. C'est pour ça que je voulais aussi que tout le monde se rassemble et qu'on me déteste, qu'on m'aime, qu'on pleure ensemble, qu'on rigole, tout ça. Alors on rigole, mais vous racontez aussi des choses plus douloureuses que vous avez vécues. Oui, forcément, je raconte. Il y a des histoires plus personnelles, il y a des histoires que ça se peut que sur scène, je peux avoir les larmes à des moments quand il va y avoir le public parce que je sais que ça va me porter. Mais je le raconte avec beaucoup d'amour, des fois avec un peu plus, par exemple, je parle de violence policière, je parle de contrôle aux faciès, je parle de toutes ces choses-là. C'est uniquement des choses vécues ou c'est des choses vécues au travers des camarades de quartier? On est 100% sur du vécu. 100% sur du vécu. Et après, je laisse la surprise aussi aux spectateurs qui vont venir découvrir. Mais c'est 100% du vécu. Et je pouvais pas prendre la parole pour raconter des choses que je n'ai pas vécues. Au contraire, je voulais vraiment me dire, OK, ça se sent qu'il a vécu ces choses-là, sans accuser personne. Bien sûr, tout le temps je suis tout le temps assez juste et assez droit. Donc, du coup, ça crée une vraie écoute et une vraie attention. 24 Place Beaumarchais, c'est demain la première. Ce soir, c'est la répétition générale. C'est comme ça qu'on dit? La générale, exactement. La générale, la grande générale. Exactement. Bon, on est 100% sur du terminé ou il y a encore des choses qui peuvent changer d'ici à demain? Mais jusqu'à Est-ce que demain, Les autres jours, Ouais, même, jusqu'à même. Ça peut changer en direct pendant la évolue. présentation? Ça, c'est un peu, je vais faire la métaphore d'une fleur. C'est qu'on va éclore, plus on va avancer dans le spectacle, plus on va avancer dans les dates, plus ça va grandir et plus on va grandir ensemble avec les Et spectateurs. en même temps, il y aura des choses différentes pour la première soirée. Enfin, on ne peut pas dire que le spectacle va s'améliorer parce que vous, à chaque soir, vous allez apporter des choses différentes. Exactement, j'aurai une énergie différente. Par exemple, là, si je fais l'interview demain, j'aurai eu des autres mots, une autre énergie, avec le même sens, le même fond, Ouais. mais ça évolue forcément. C'est aussi intéressant pour une salle comme la MC2 de vous accueillir et de montrer peut-être aux gens qui vont venir vous voir, qui vous connaissent de ce quartier-là, qui peuvent venir à la MC2, que les portes sont grandes ouvertes, qui sont les bienvenus pour beaucoup d'autres spectacles. Bien sûr, c'est justement ça, c'est de se dire, ok, parce que moi-même, j'ai des a priori sur le théâtre. Hein. Et j'en avais, voilà. Qui sont? Les plus grands grands a priori. chapeaux, les capes. Oyez, voilà, mais les c'est trois ça. coups, hein. Toc, 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 toc. Non, mais C'est ça. Ouais. Et en plus, je l'ai fait, les trois coups. Mais c'est toutes ces choses-là. Et finalement, on se dit, mais en fait, je me retrouve. En fait, les mots me touchent. En fait, c'est plus simple que notre imagination nous dit. Mais du coup, c'est pour ouvrir la porte à d'autres créations. C'est pas que les fourberies de Scapin en 5e au collège. Exactement, voilà. Et C'est très pas. bien, les fourberies de C'est très Scapin. bien, mais c'est pas Non, que. mais c'est pas que pas ça. m'aider. Voilà, je vais prendre m'aider un truc vraiment compliqué ou Andromaque ou des choses comme ça.
ça. Non, là, c'est plus simple. Il y a du classique dedans. Je joue à des moments des choses du Ruy Blas, du Shakespeare. Vraiment, j'ai la langue qui est présente. C'était ça aussi le but de dire, je peux parler le langage des Chirolles, la place Beaumarchais. Mais aussi, je peux parler l'alexandrin, le vieux français. Ça aussi, de montrer la palette de jeu. Une palette de jeux incroyable. Comment on fait là? Moi, je vais revenir sur Netflix. Comment on passe de Beaumarchais à Netflix? Ça, c'est quand même. Ça, c'est une prouesse. Voilà, comédien. Ouais. C'est une vraie prouesse. C'est grâce à Échirol, en vrai. C'est grâce à Grenoble. C'est vrai Parce qu'on a une énergie particulière, nous, ici. On est particulier, Grenoble. Faut dire la vérité. oui. Tout le monde, on a quelque chose en plus. C'est Le pour ça. plus. L'émission s'appelle Le C'est Plus. dans le C'est plus. pour ça. C'est pour ça. Ouais. Moi, j'adore ça. Et je Ah, dirais. mais attends, que- on nous prend un peu pour des extraterrestres dans d'autres villes de France. Et Oui. On a l'impression qu'on se mange tous les matins, qu'on se tape dessus en longueur de C'est journée. ça, qu'on marche tous comme ça, avec des armes, et qu'on est tous méchants, alors que pas du tout. On est très ouverts. Ah, mais on est des bons vanneurs, on cuisine bien, on a des bons fromagers, on a tout ce qu'il faut. Mais c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui m'a apporté, c'est mon quartier qui m'a apporté lors des auditions, par exemple pour les Lyonnes. Quand je suis arrivé, j'étais détendu. Moi, j'arrive tout le temps 45 minutes avant pour écouter un Les peu autres. ce qui se passe avant. C'est un peu filou, mais Grenoble, on est filou. Et du coup, là, je suis allé vraiment détendu. J'ai pensé à mon quartier et je me suis dit, là, j'aimerais bien y être. Là, il faut que j'y sois. Je veux être là. Je représente pas, mais une fierté de se dire, ok, c'est possible. On peut y arriver. I got dreams. On l'aborde fièrement là, le ruban rose, Octobre Rose. Vous connaissez cette manifestation. Ça fait 20 ans, je crois, qu'on se mobilise. Oui, cette campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche a débuté en 2005. Le cancer du sein touche près d'une femme sur 8. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Et on va en parler avec vous, Anna Lamotte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue spécialisée en chirurgie mammaire et cancer du sein au Centre de la Femme du CHU Grenoble-Alpes. Si on parle du dépistage, un mois dans l'année, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez de femmes qui se font dépister. Exactement. Donc on cherche au mois d'octobre à sensibiliser toutes les femmes. En Isère, à peu près 50% des femmes répondent au dépistage qu'elles reçoivent en général par une invitation postale. C'est mieux ou moins que les autres régions de France? Ah, je crois qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on est plutôt pas mal. Mais Sensibilisé, mais l'objectif, pas assez encore. ça serait 70%, donc on a encore un petit peu de boulot. C'est un dépistage gratuit. Oui, tout à fait. Organisé, invité tous les 2 ans à partir de l'âge de 50 ans. Vous insistez sur le fait de se faire dépister tôt, de manière précoce. C'est plus de chances de s'en sortir? Exactement. Un cancer du sein, plus il est diagnostiqué tôt, meilleur est le pronostic. Avec une guérison quasi complète pour les cancers très débutants. Très débutant, c'est quoi? Alors, on en parle des stades 1, 2, 3, je sais plus. Dans le cancer du sein, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment plusieurs types de maladies, des maladies qui sont agressives et puis des maladies qui le sont beaucoup moins. Donc finalement, c'est un ensemble de différentes maladies au sein d'une grande famille. En tout cas, plus les diagnostics sont faits tôt et plus on guérit et plus les traitements sont légers, entre guillemets. Le dépistage, ça veut dire qu'il faut y aller alors qu'on se sent en bonne santé. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. Le dépistage organisé concerne les femmes, vous l'avez dit, à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans. Mais on voit de plus en plus des femmes beaucoup plus jeunes, autour de la quarantaine, touchées par le cancer du sein. Est-ce qu'il ne faudrait pas avancer l'âge de ce dépistage organisé? C'est une vraie question, aujourd'hui qu'on étudie de près avec une large étude en cours qui est européenne et qui comprend différents pays pour chercher à être plus précis sur le risque individuel, où on inviterait des patientes à risque à partir de l'âge de 40 ans. Mais pour l'instant, les recommandations actuelles, hormis les patientes porteuses de mutations ou qui ont une histoire familiale ou personnelle qui les catégorisent dans un groupe plus à risque. Ça, faut peut-être le rappeler pour des téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Il faut s'inquiéter un peu plus que de raison lorsqu'on sait que dans la famille, une tante, une mamie, Une mère, voire ça même dépend la des mère. Ça dépend beaucoup des âges, en fait. Parce qu'une femme sur 8 est concernée un jour par un cancer du sein. Donc, dans notre famille, on en a probablement tous. Mais par contre, si c'est des cancers à un âge précoce, oui, ça doit quand même alerter et mettre la puce à l'oreille et amener à en rediscuter avec votre médecin généraliste, par exemple. Les médecins généralistes peuvent faire les dépistages? Le dépistage personnalisé, oui, tout à fait. Et on peut aussi soi-même déjà commencer le travail, si j'ose dire. Il y a Ça dépend des vraiment des palpations. histoires. Il y a Ouais. l'autopalpation, oui, fait vraiment partie prenante. On conseille toujours aux femmes. Alors, il y a des moments pour le faire, plutôt en début de cycle, donc après les règles, là où le sein est le plus souple. Et effectivement, rester vigilant. Un nodule qui passe pas dans le cycle, qui perdure dans le temps, il faut le contrôler au moins avec une échographie.
Et la mammographie, ça se passe comment? Ça fait peur un peu. C'est comme ça qu'on dépiste Oui. le cancer du sein. Pour bien voir le sein, et mes collègues radiologues en parleraient probablement mieux que moi, mais il faut appliquer une certaine pression sur la glande mammaire. On a vu des images à l'instant qu'on peut peut-être revoir en parallèle, que vous nous expliquez bien la pratique et peut-être dédramatiser la chose et inciter plus de Grenobloises à se faire dépister. Oui, c'est vrai du coup que cette pression sur le sein, surtout quand les volumes mammaires sont petits, c'est pas toujours évident. Après, les radiologues et les manipulateurs radio accompagnent assez bien en général les femmes. Elles peuvent même participer au réglage de cette pression. Il y a un objectif de poids à apposer sur le sein pour vraiment bien voir les anomalies, et notamment les microcalcifications qui sont les formes très débutantes de cancer du sein. Ça dure longtemps. C'est un examen qui dure longtemps. Non, ça dure pas très longtemps. Quelques minutes tout au plus. Et on a rapidement Les résultats. On a des résultats assez rapidement, oui. Dans le cadre du dépistage, on a des résultats immédiats et puis une seconde lecture est faite dont on reçoit les résultats dans un second temps. Bon, alors on parle beaucoup de ce dépistage à l'occasion des 20 ans donc d'Octobre Rose, et il faut en parler autour de vous, pas hésiter à en parler également en famille. Sauf que parfois, quand on est pris dans le quotidien, on avance, on va vite, on est dans des sociétés qui vont vite. Et puis on fait peut-être partie de celles qui n'ont pas envie de voir le pire. Vous avez envie de leur dire quoi ce soir à celles qui se disent mais moi tout va bien, j'avance, je n'ai pas de cas dans ma famille, donc je ne suis pas concernée? Eh ben, j'ai envie de leur dire que ça reste une maladie qui est fréquente, même quand on n'a pas de cas dans sa famille, et que vraiment les choses qu'on peut proposer sont des choses parfois assez simples sur les cancers débutants ou les anomalies débutantes. Et donc ça vaut vraiment le coup de le faire pour la santé globale. Aujourd'hui, quand grâce au dépistage, le cancer est pris très tôt, les chances de guérison sont de... Ça dépend du type de cancer, mais honnêtement, elles sont vraiment excellentes pour les maladies débutantes. Vous intervenez à l'hôpital de Grenoble, mais aussi à l'hôpital de Voiron, sur 30% de votre cas, je crois, de votre temps, pardon. Est-ce que ça peut aussi motiver des femmes d'un secteur peut-être un peu plus rural qui se diraient « Oh là là, mais moi j'ai pas envie d'aller jusqu'à Grenoble pour me faire soigner ». Et là, elles savent qu'elles peuvent être prises en charge à côté de chez elles? Tout à fait, oui, c'était l'objectif. Et avec le nouvel hôpital de Voiron, il y a une vraie dynamique qui s'est créée dans le secteur. On est vraiment soutenu par le CHU pour aller travailler là-bas et pour proposer une offre à ces patientes-là. Elles sont effectivement proches de chez elles et dans un bassin de population qui en a vraiment besoin. Et je signale d'ailleurs que vendredi, à l'hôpital de Voiron, un forum des associations sera organisé autour de Octobre Rose et une conférence sur le maintien et la reprise d'emploi. C'est important aussi, là. Comment retourner au travail dans les meilleures conditions. On dit toujours, après le traitement d'un cancer du sein, comme les pronostics sont souvent très bons et que les gens guérissent, il ne faut pas que ce cancer ait été désociabilisant. Et du coup, la reprise du travail et d'une activité professionnelle équilibrée en fait partie, avec un temps adapté initialement, souvent, et puis avec une reprise du plein emploi dans de bonnes conditions. Alors, le traitement du cancer du sein, ça peut passer par la chirurgie, ça peut passer par d'autres traitements. C'est un traitement qui fait un peu peur. Quand on entend chimio, tout de suite, on a peur. C'est vrai. La chirurgie, heureusement aujourd'hui on propose beaucoup de chirurgies qui sont des chirurgies conservatrices mammaires dans la majorité des cas, et souvent complétées par une radiothérapie avec des traitements qui sont maintenant plus courts qu'avant. Ouais, on dit plutôt radiothérapie aujourd'hui. Et la chimiothérapie est réservée aux cancers plus agressifs, qui ne sont pas majoritaires dans le cancer du sein. Alors, on parle également de reconstruction mammaire. Ça aussi, c'est une opération, c'est un acte qui a des incidences pour la femme, pour sa vie, peut-être parfois en société, dans son couple, dans sa famille. C'est vrai que ce pas des décisions simples à prendre. Je crois que les techniques ont bien évolué. On peut aussi rassurer les téléspectatrices qui nous regardent ce soir. Oui, bien sûr, les techniques ont évolué et puis surtout, les médecins sont de plus en plus sensibilisés à ces possibilités de reconstruction et ça permet surtout de préserver la qualité de vie des gens dans le temps. Et puis l'opération en elle-même se déroule beaucoup mieux. Vous proposez même pour de l'hypnose, pour se sentir mieux récupérer aussi, oui. Que ça soit moins violent comme opération. C'est vrai qu'il y a des patientes qui évitent l'anesthésie générale grâce aux techniques d'hypnose et puis d'anesthésie locale et loco-régionale. Et c'est un vrai plus. Souvent, elles sont très contentes de ce parcours-là. On est sur des interventions qui sont plutôt de type ambulatoire ou on est amené à rester un petit moment à l'hôpital lorsqu'on est... La majorité des chirurgies se fait en ambulatoire aujourd'hui dans le cancer du sein. Donc on peut, dans la même journée, rentrer à l'hôpital, se faire opérer et ressortir. Exactement. On est rentrer en tout cas chez soi, se reposer chez soi, on est toujours mieux. Ouais. Après la reconstruction, on parle aussi de plus en plus de tatouages mammaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe ?
Certaines patientes, quand elles ont perdu le mamelon et la plaque aréolo-mamelonnaire au moment de la chirurgie, décident de faire des tatouages. Il y a différents types de tatouages qui existent. Des tatouages où on reconstruit en fait une aréole, et puis des tatouages plus artistiques, où là, elles peuvent laisser libre cours à tout ce qu'elles ont traversé. Et il y a beaucoup de patientes qui se saisissent de cette opportunité-là. Et... C'est un moyen de reconstruction, de s'affirmer, de se sentir bien. Ouais, je crois. En tout cas, les patientes, ils sont très attachées, celles qui le font, nous en parlent beaucoup. Et c'est une façon de reprendre un petit peu sa santé en main et son corps en main. Alors moi, docteur, j'ai une question. Le cancer du sein repose plus sur de la génétique ou sur un mode de vie ? On peut le démontrer, ça ? Alors j'ai envie de dire que c'est une excellente question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des facteurs de risque de cancer du sein, mais qui sont finalement des facteurs de risque d'être en mauvaise santé, hein, le tabac, l'alcool, une vie sédentaire. D'accord. Et puis après, il y a la question de la génétique, et ça... Ça, on peut pas lutter. Encore des mystères. Exactement, mais il y a des prédispositions génétiques qui sont bien connues, heureusement qui ne sont pas très fréquentes, mais il faut savoir les reconnaître en fonction de l'histoire familiale et puis des types de cancers, parce qu'il y a des cancers qui vont plus nous faire penser à des anomalies génétiques sous-jacentes. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a classé récemment le travail de nuit comme cancérogène probable. En France, quelques cas de cancer du sein ont été reconnus comme maladie professionnelle, mais ça reste exceptionnel. Alors la reconnaissance probablement, mais que le travail de nuit soit un facteur de risque d'être en mauvaise santé, non, ça je crois que c'est connu maintenant depuis quelques années, et notamment dans le cancer du sein. Pour terminer cet entretien, qu'on vous invite d'ailleurs à partager en replay sur le site télégrenoble.net, et essayer de passer le message et encore une fois de se sensibiliser, alors non pas exceptionnellement dans le cadre de ce mois Octobre Rose, mais tout au long de l'année. On parle de cancer du sein, on pense aux femmes. Mais je crois que savoir qu'il y a 1% de la population touchée qui est masculine. Il existe un cancer du sein pour l'homme. Oui, tout à fait. Alors vraiment, je l'ai appris en préparant l'émission, je ne le savais pas. Et oui, même l'homme a une petite glande mammaire qui peut se cancériser. Hein. Souvent, il y a quand même des anomalies génétiques sous-jacentes, mais pas toujours. Donc il faut savoir y penser quand le mamelon se transforme. C'est que faire un dépistage quand on est un homme, il y a plusieurs hommes sur ce plateau, je ne suis pas sûre qu'il y en ait déjà un qui ait fait un dépistage du cancer du sein. Après, comme la glande mammaire est petite, souvent l'anomalie, en tout cas au niveau palpatoire, se fait assez rapidement. En fait, on voit le mamelon se transformer, donc il n'y a pas forcément besoin de dépistage. Donc il faut que nous aussi on fasse une autopalpation régulière. Il faut qu'on... Oui. Voilà, même si on est beaucoup plus pudique sur cette partie. Non, mais c'est vrai. Être sensible à la santé de vos mamelons, tout à fait. Mais, tout à fait, docteur, tout à fait. Je le ferai ce soir, alors. Elle se passe comment, cette cohabitation en Isère, alors que la chasse a repris, alors que c'est la cueillette des champignons en ce moment? On est sur encore de l'été indien pour aller voir les belles couleurs de la montagne. On est sur un département apaisé? Alors oui, le département de l'Isère est très apaisé au niveau de ses relations entre les usagers de la nature et les chasseurs. Tous les chasseurs sont sur le terrain, il y a des promeneurs, il y a des ramasseurs de champignons. C'est une volonté qu'on a depuis de nombreuses années de permettre la cohabitation et de faire en sorte que tout le monde puisse utiliser l'espace. Et c'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, nous avons créé cette fameuse application qu'on a renouvelée cette année, donc l'application Chasse Info, qui permet aux chasseurs d'informer les autres usagers de la nature de l'endroit où ils sont, de l'endroit où ils chassent, en temps réel, de façon à ce que le promeneur puisse savoir où sont les chasseurs et éventuellement changer d'itinéraire s'il en a envie. Alors j'entends qu'il y a des bonnes cohabitations entre les promeneurs et les chasseurs. Pour autant, on n'y passera pas à côté. Il y a forcément au bout d'un moment des confrontations qui existent, des dégradations. Il se passe des choses, j'imagine, peut-être sur vos équipements, sur... Alors oui, les chasseurs de l'Isère ont beaucoup investi dans des équipements de sécurité, ce qu'on appelle des postes de tir surélevés. Régulièrement, ces équipements de sécurité qui sont là pour protéger les usagers de la nature et les chasseurs aussi, sont dégradés, ils sont fracturés. Après, dans, on va dire, les relations de face à face, lorsque les gens se rencontrent, non. Là, il y a du discours, il y a du dialogue, il y a de la bonne entente et les choses se passent bien. Il y a un jour de non-chasse en Isère? Alors, depuis de nombreuses années, oui, le vendredi est jamais chassé en Isère. À chaque début de saison, on se demande pourquoi c'est le vendredi finalement et pourquoi c'est pas un jour de week-end. Alors, le vendredi, déjà, c'est traditionnel. Et puis, les chasseurs, pour beaucoup, travaillent. Et donc, comme les promeneurs, les seuls jours... qui pour beaucoup travaillent et les seuls jours où ils peuvent aller se balader, c'est le week-end. Et c'est pour ça que nous n'avons pas fait le choix de dire... certains disent qu'il faut interdire la chasse le dimanche. Mais si on interdit la chasse le dimanche, la corollaire va être de dire on interdit autre chose le samedi.
Et nous, notre positionnement n'est pas de dire on interdit, c'est de dire on fait en sorte que tout le monde puisse utiliser l'espace en même temps et en bonne intelligence et en bonne entente. Ramasser des champignons ou aller se balader, l'issue peut être moins dangereuse. Oui, mais aujourd'hui, le nombre d'accidents est en chute libre depuis plus de 20 ans, alors que le nombre de gibier prélevé est, lui, en très haute augmentation. Donc c'est ce qui montre aussi que les règles de sécurité que s'appliquent les chasseurs marchent. Et les quelques accidents qu'il y a encore en France sont principalement entre chasseurs eux-mêmes. Et donc les promeneurs et les ramasseurs de champignons n'ont pas à être inquiétés sur cette période de chasse. Bon, Oui. parlons-en juste de cette sécurité. Moi, je veux qu'on parle de cette application. Voilà, on va essayer de se mettre en sécurité les uns les autres. Chasse Info, alors ça marche comment cette affaire? Alors, Chasse Info est la corollaire d'une autre application qu'utilisent les chasseurs. Donc, le chasseur a son smartphone dans sa poche. D'accord. Il va déclarer au moment où démarre une chasse la zone dans laquelle le chasseur organise sa battue. Donc il fait un clic, géolocalisation. Voilà, le chasseur Ok. a déjà tout programmé D'accord. avant sur son smartphone. Il Ouais. dit je réalise une battue sur cette zone-là. La zone est Quadrillée. l'information. Voilà, la zone est quadrillée. L'information est transmise en temps réel sur l'application Chasse Info, qui est alors Chasse Info ou Isera Outdoor. Donc les deux applications reçoivent l'information et les promeneurs et les usagers de la nature ont en temps réel l'information de où se passe la zone de battue. Ça fonctionne comment pour les randonneurs? Eux aussi donc, doivent télécharger cette application. Oui. Et comme ils sont géolocalisés, donc on l'a vu tout à l'heure sur l'application, on leur annonce qu'ils vont peut-être arriver près d'une zone de chasse et quand ils sont dedans, on leur dit attention. C'est ça. Alors, la zone de chasse n'interdit pas aux promeneurs de traverser la zone de chasse. L'idée, c'est bien de dire, on vous informe en amont, de façon à ce que, si vous voulez modifier votre itinéraire, vous puissiez le faire. Les années précédentes, souvent, les chasseurs ont l'obligation de mettre des panneaux qui signalent les entrées de battues. Et les randonneurs nous disaient, mais en fait, on découvre votre panneau une fois qu'on arrive dessus. Et donc, on a mis en place cette application pour que le promeneur puisse avoir l'info en amont et potentiellement changer son itinéraire s'il le souhaite. Et pourquoi le chasseur n'a pas cette information de l'autre côté? Pourquoi c'est pas le promeneur qui se géolocalise et qui prévient le chasseur du fait qu'il y a une famille qui est en train de se balader à tel endroit? Pourquoi ça marche dans l'autre sens? C'est une très bonne question, parce que là, ça part des chasseurs. C'est-à-dire que c'est nous qui disons, nous chassons là. Le chasseur chasse sur des propriétés privées. Oui, alors on a toujours cette Il y a- ambiguïté il y a entre les aussi- propriétés privées, le droit de passage pour les balades du week-end. C'est vrai qu'on est toujours là-dessus. Mais moi, je m'interroge quand même, pourquoi on n'aide pas les promeneurs à se mettre encore plus en sécurité en s'annonçant aux chasseurs? C'est une possibilité. Là, le choix a été Ce qui fait. mettrait le chasseur en sécurité est beaucoup plus détendu pour sa battue, pour sa chasse. Alors oui, après, le chasseur, lui, chasse un gibier sauvage. Et donc, il commence le matin par chercher où va être le gibier sauvage. D'accord. Et donc, si le gibier peut être sur une zone et pas sur une autre. Donc, on va chasser sur la zone où il va y avoir des sangliers et on ne chassera pas sur la zone où il n'y a pas de sangliers. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on a fait le choix de signaler en temps réel, parce qu'on ne peut pas, nous, anticiper exactement les zones où il va y avoir des chasses. Il y a D'accord. peut-être des petites astuces, peut-être que les chasseurs se déplacent un peu plus tôt le matin que les randonneurs. Oui, on pourrait pas faire des horaires, des couloirs. Alors, dans les zones où il y a beaucoup de randonnées ou Ouais. d'usagers de la nature qui sont sur le terrain, les chasseurs se sont déjà organisés, par exemple, en disant, ça se fait beaucoup sur le pourtour grenoblois, où les chasseurs ont dit, on chasse le matin et on ne chasse pas l'après-midi, parce qu'on s'aperçoit que l'après-midi, il y a beaucoup d'usagers Ouais. dans la nature. Et ça se J'imagine passe que ça aide très pas à bien. la chasse ça aide pas à la chasse d'avoir plein de randonneurs dans la Tout à forêt. fait. Tout à fait. Donc c'est contre-productif tout ça. Mais alors pourquoi vraiment on le matérialise pas, on l'inscrit concrètement en disant voilà, le dimanche matin, les chasseurs, le dimanche après-midi, les familles en bas. C'est ce qui est fait, c'est ce qui se fait. Voilà, c'est ce qui se fait l'usage. dans l'usage. Et j'allais dire, quand vous dites pourquoi on ne l'écrit pas, les associations de chasse qui sont sur ces terrains-là, elles l'ont écrit dans leur règlement intérieur, Ouais. de façon à ce que ça soit clair, en disant, pour nous, on impose à nos chasseurs de ne chasser que le matin, et l'après-midi, il n'y a pas de chasse. Dans les zones où il y a nettement moins de promeneurs et nettement moins de ramasseurs de champignons, ces règles-là ne se justifient pas, et donc les chasseurs peuvent chasser toute la journée. Vous avez déjà eu des retours sur ces applications? Ouais. Alors, on a eu de très bons retours. Ça marche. On a Ça présenté ça à tous nos partenaires et c'est d'ailleurs eux qui en parlent le mieux, puisqu'il y a eu un article dans le Dauphiné de la Fédération française de randonnée qui exprimait toute sa reconnaissance pour la mise en place de cette application. Oui, parce que finalement, l'idée, c'est pas de se battre les uns contre les C'est ça. autres.
Bon, C'est- une application qui marche, alors vous dites ça y est, ça se télécharge. marche. Il commence à y avoir un usage. De plus en plus, il faut que les chasseurs se l'approprient et donc voilà, on recommence à utiliser cette application. Donc le temps que les chasseurs voilà, se lancent dessus. Pour l'instant, elle est facultative parce que tout le monde n'a pas de smartphone, donc voilà, on n'a pas pu la rendre obligatoire. D'accord. Alors, il y a les randonneurs qui randonnent en famille, mais il y a aussi de plus en plus, alors je sais qu'on en parle souvent sur la cohabitation montagne entre élevage aussi, c'est les gens qui font du trek, de la course. Oui. Et ça, Bah, c'est un nouveau public. C'est un nouveau public, et donc on rencontre effectivement aussi en montagne. Les coureurs peuvent aussi avoir accès à cette application, et donc eux aussi, on va dire, tout Ils vont tout le plus monde vite. sait, voilà, eux, ils vont plus vite. En VTT, en BMX Mais, aussi. mais j'allais dire, notre principe à nous, c'est de dire tout le monde peut partager cet espace-là, et donc l'information permet au moins ce dialogue-là et de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer aussi. Est-ce que vous formez les chasseurs aussi un peu au dialogue quand ils rencontrent des gens un peu véhéments ou Oui, alors ça, c'est des formations qui sont mises en place pour nos chasseurs, mais généralement, sur le terrain, une fois que les gens se rencontrent et discutent, ça se passe toujours très bien. Incroyable cette histoire, Lionel Coiffard. Un Shein qui débarque dans le fleuron du commerce de l'hypercentre, les Galeries Lafayette, qui se veulent un lieu d'une expérience un peu particulière, privilégiée. Comment vous avez réagi ? J'avais déjà réagi il y a quelque temps sur les publicités que la métropole avait acceptées sur Sur notre les trams. bus, Ouais. les Parce que alors trams, vous, je ne vous sais êtes- pas, mais les bus. Ouais, sur les bus, Voilà. vous êtes élu à la métropole, Oui. mais en fait, la métropole a une compétence transport et elle délègue, c'est par le biais du Il y a- SMAG, et elle délègue tout ce qui Une est régie pub. publicité à une régie Voilà, donc il y publicitaire. avait Et donc, pas- on s'est retrouvé avec des bus grands placardés Shein Shein, cet voilà. été. Alors, Shein, pour moi, dans mon secteur d'activité, en fait, c'est un déchet. Alors, je sais que les gens achètent des vêtements pas chers parce qu'ils veulent suivre une mode et que ça leur donne accès à des choses sympas. Et Parfois, ils n'ont peut-être pas le choix. Oui, c'est une population qui n'ont peut-être malheureusement pas le choix. voilà. Mais par contre, je pense qu'il faut alerter tout le monde en disant, une fois que vous l'avez lavé 2 fois, ça part à la poubelle. Alors, c'est pas cher, mais ça part à la C'est poubelle. 65 jours, je crois, le durée de vie. moyen, la durée de vie. Oui, d'un- alors d'un pourquoi produit comme ça fait ça? C'est parce que c'est tissé avec des produits qui sont bas de gamme, même s'ils sont très jolis. Et donc je comprends tout à fait l'envie des gens de porter, d'être à la mode. Mais moi, je les reçois après. C'est-à-dire que moi, ça se traduit par des milliers de tonnes en plus à traiter et à détruire. Or là, il y a une particularité de Shein, c'est que Shein ne paye pas de taxes d'import, ne paye pas de taxes de recyclage. Et donc, en fait, en vendant des choses pas chères qui vont directement à la poubelle, c'est nous, tous ensemble, qui payons la destruction. Là, Shein ne paye pas de taxes lorsqu'il le vend à travers son site Tout à internet. fait. Demain, en passant par un magasin, il va payer des taxes. Oui, mais je crois qu'il y a 6 magasins. Le volume de ce qui est vendu et qui arrive dans la boîte aux lettres. Pour parler de Grenoble. Hein. Voilà, Pour parler de Grenoble et des ventes il y qui a vont un se réaliser magasin à Grenoble, il y en a 6 en France. Donc il y a un problème d'image. Clairement, ils cherchent à s'acheter pas cher une image de magasin conventionnel. Mais dans la réalité, ce qui nous préoccupe, c'est que on voit monter petit à petit, parce que dans le monde des déchets, on est des passionnés de la pesée. On pèse tous les camions, tout le temps. Des fois, on en met un par terre. Donc ça, Et c'est un on- événement post-Covid, on va dire, pour Shein. Ça s'est vraiment accéléré Ah oui, post-Covid. complètement, oui, oui, vous oui. l'avez vu de manière Ah, spectaculaire. complètement. Et là où on a aujourd'hui entre 7 à 8 kilos par an et par habitant, c'est comme ça qu'on compte, bébé compris, 7 à 8 kilos par an et par habitant multiplié par 450 000 habitants, ça vous fait 6 à 7 000 tonnes par an. Et là, nous, on voit qu'on va avoir une trajectoire qui nous amènera à 10 000 tonnes. C'est comme la dette, finalement, ça ne s'arrête jamais. D'autant C'est un que- compteur qui Alors, s'arrête jamais. si encore ils payaient l'écotaxe pour le recyclage, ce serait une chose, mais dans la réalité, c'est donc le contribuable qui, au final, va payer la destruction, puisque c'est pas recyclable, puisque c'est pas du coton, c'est pas du lin, c'est du plastique. C'est la plupart du éventuellement temps. recyclable par les ressourceries, les recycleries, Emmaüs. La durée de vie ne leur permet pas. C'est-à-dire que quand ça arrive dans nos caissons de récupération, les caissons blancs, là où on incite les gens Ouais. à déposer, en fait, immédiatement, c'est évacué. C'est pas possible. Ils sont déjà trop abîmés. La seconde main, ça marche avec des choses En état. un peu propres, un peu qualitatives, quoi.
Oui, mais alors, ils pratiquent effectivement des prix défiant toute concurrence. Voilà, on a un jean à 10 €, une paire de baskets à 7 €. Est-ce que, aussi, comment on fait quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on a envie de se faire plaisir? Alors peut-être qu'il faut que j'incite les usagers à calculer. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on achète 3 t-shirts par mois multiplié par 12 mois, et ça va tout à la poubelle. Peut-être qu'avec un peu moins de t-shirts, un peu plus cher, ils s'y retrouveraient. Et quand je dis ça, c'est qu'on a fait nos propres études. On a travaillé avec des panels de consommateurs pour regarder un peu cette folie de vouloir acheter sans arrêt du neuf jetable. C'est pas forcément économique sur le moyen terme, sur l'année. Hein. Je ne parle pas sur toute une vie, bien sûr. Un Shein qui s'installe comme ça dans un lieu emblématique de Grenoble, ça envoie quoi comme signal finalement? Ça veut dire qu'ils ont gagné. Vous pensez véritablement qu'ils ont gagné? Ça y est, la bataille est perdue? Oui, ils ont gagné d'autant plus. Alors Pas si bataille il doit y avoir. Encore plus aujourd'hui, que le gouvernement, ça fait des mois qu'on parle de ça, n'a toujours pas taxé à l'import, n'impose pas. Alors, contradictoirement, dans les magasins, ils vont payer la taxe d'import parce que ça va arriver dans des gros conteneurs. Voilà. Mais c'est pas dans les magasins le problème. Je crois qu'on est aujourd'hui à 25 milliards de vêtements vendus en France chaque année. Et la France est un des plus gros consommateurs de Chine, plus que l'Angleterre. Voilà, mais ça va aussi avec notre patrimoine culturel. On a envie d'être tous bien fringués, bien habillés. De changer souvent. Voilà, c'est assez classique. Mais bon, donc moi j'appelle à la vigilance des consommateurs. Regardez bien, à la fin, gardez bien vos tickets et regardez ce que vous avez dépensé. Et avec ça, qu'est-ce que vous auriez pu acheter d'une meilleure qualité? Sur Shein, on a peut-être aussi affaire à une clientèle qui, entre guillemets, est moins mature, qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus sollicitée sur les réseaux sociaux. Vous avez quelque chose contre les jeunes? Moi, non. Pas du tout, mais j'ai des vieux souvenirs de ma jeunesse. Oui. Mais on a une de clientèle qui est peut-être moins au fait. On a une clientèle très très jeune sur Shein. On a vraiment une clientèle adolescente qui prévaut sur le reste. Probablement, mais c'est pas sûr que ça soit sur la totalité de la gamme. Vraiment, que ça soit. Alors, on parle de Shein, mais on peut parler aussi de Temu. On peut parler de. Oui, on tape sur Shein aujourd'hui, en effet. Sur d'autres produits, on voit bien qu'il y a tout un système qui se met en place. Nos amis, parce que je considère que les Chinois sont nos amis, ce n'est pas des ennemis en soi, ont trouvé comment nous vendre directement sans passer par des importateurs. Et ils en profitent. À nous de faire mieux. À nous de faire mieux, oui, tout à fait. Mais dans un centre-ville grenoblois qui, on le sait, a perdu beaucoup de commerces ces derniers mois, ces dernières années. Salut d'ailleurs. Voilà, ce que certains disent aussi, c'est que ça peut faire revenir du monde en ville. J'y crois pas, mais ça va être testé, on va le voir. J'y crois pas. Je pense qu'il y a un déport du consommateur sur le web qui est massif sur tous les sujets. Et ce qu'il faut, c'est que le petit commerce dit de proximité, celui dont on parle dans les centres-villes, même ça peut être des moyennes surfaces, il se réinvente. Et c'est ce qu'il est en train de faire, je pense aussi. Mais je ne pense pas que... Pour vous, ce n'est pas une locomotive, d'avoir une enseigne connue de tous, pour le meilleur comme pour le pire. Commercialement, les locomotives, c'est de l'alimentaire, des services, des pharmacies. C'est ça qui fait venir les gens et qui donne l'opportunité d'acheter quelque chose. Là, le public que vous décriviez, si on peut... je ne veux pas stigmatiser les jeunes, parce que je pense vraiment qu'il y a d'autres gens qui achètent. Bien sûr. Il va aller voir en vrai ce qu'il voit actuellement sur son téléphone. Et peut-être même il sera déçu de le voir. Peut-être. C'est vrai que ça peut avoir un effet contre-productif. On reçoit un panier, on se dit, c'est quand même pas terrible, mais je ne l'ai pas payé cher, tant pis, je ne le revois pas. Il paraît que c'est compliqué pour renvoyer. Et là, il le verra et il se dira, ah ouais, non... Alors après, peut-être que dans le monde de la mode, ce serait l'opportunité, effectivement, pour que d'autres magasins de vêtements travaillent à être très visibles dans les alentours de ce nouveau magasin. Vous, en tant qu'élu, en tant que représentant de la métropole, vous ne pouvez rien faire? Non, on n'a pas de compétences pour l'interdire. On peut que constater. C'est terrible, ça. Ah, c'est terrible. Liberté de... Non, mais dans l'absolu, c'est assez terrible. Vous battez au quotidien pour revaloriser nos déchets. Vous pointez du doigt une enseigne, parmi d'autres, qui a une problématique avec ses déchets, et vous pouvez que le constater. Tout à fait. Bon. Ça s'appelle un peu la démocratie. C'est-à-dire que si on en a entendu parler, si nous avions une autorité... Elle va très vite en ce moment. On peut mettre des bâtons dans les roues, on peut mettre des contraintes. Et là, j'en appelle vraiment à ce qui n'existe plus ce matin, le gouvernement, pour mettre des taxes à l'import et faire payer les éco-contributions au prorata des volumes. Parce qu'il faut que tout le monde comprenne que le recyclage est payé
par les fournisseurs d'objets ou de vêtements. Et que pour l'instant, Shein, en dehors de ses futurs magasins, échappe complètement à cette petite taxe. Vous savez, c'est 2-3 centimes par vêtement, ça ne se voit pas, c'est à peine si c'est sur le ticket. Voilà. Mais multiplié par 25 milliards de vêtements, on parle de gros sous. Ça cartonne Halloween Halloween, à c'est Walibi devenu effectivement une très grosse période de l'année, la plus grosse en fait en termes de concentration de jours d'affluence assez importante, avec d'énormes moyens aussi mis pour toute la famille. Là, on voit quelques images effectivement. Donc c'est ça alors Halloween à Walibi Ouais, alors. c'est- Donc on a doublement peur, en fait. On a doublement peur avec des zones qui font peur, des maisons hantées qui font le plus peur, mais qui sont dont les plus jeunes visiteurs sont protégés. On a des patchs anti-monstres pour les plus jeunes, voilà, qui peuvent- C'est-à-dire Ah, bah, c'est des badges qui portent fièrement D'accord. et voilà qui permettent Un répulsif de monstres. Un répulsif à monstres, tout à Incroyable. fait. Ça sert aussi de bulletin de jeu. Il y a un petit parcours de. J'ai cru que c'était de jeu des bulletins piste de pour vote, gagner mais des ça c'est bonbons. autre chose. Pas, non, ça c'est un autre Non, domaine. c'est amusement là pour le coup. Ouais. Des patchs C'est anti-monstres. un autre domaine. Il y a des jeux de piste pour les plus jeunes, des animations sculptures sur citrouille, maquillage. On a de nombreux comédiens dans les allées du parc. Et puis effectivement, on a une partie un peu plus ados, jeunes adultes. 5 maisons hantées, une 5e maison hantée qui ouvre cette année. Et puis des spectacles pour tous. On a un autre sur tous des lieux, le kangourou Walibi. N'est pas visible pendant cette période parce qu'en fait il y a un nouvel hôte qui s'appelle le Docteur Mystique et qui est un hôte un peu sombre et qui sème le chaos dans le parc et qui a pris possession du parc pendant ces un mois et demi d'Halloween. Le docteur Mystique, il vient de Nola, la Nouvelle-Orléans, non? Le Docteur Mystique, il vient de notre zone Festival City et du quartier Vaudou. Et Ouais. effectivement, il a des sbires, il a pris possession du parc, il contrôle les zombies. Et c'est aussi un personnage qui est présent sur le parc, évidemment, notamment à travers un spectacle, le Docteur Mystique Il n'y a Show. qu'un docteur mystique, comme il n'y a qu'un Mickey. Il n'y a qu'un Docteur Mystique, comme il n'y a qu'un Walibi. Bon les enfants, on débarque tous avec le patch anti crapule et voyous. On va le faire sortir. On veut le retour de notre Wallaby préféré très très vite. Hein. Ils cherchent quoi ces visiteurs de Walibi? Ils sont là pendant la période d'Halloween pour le frisson pur, des choses très... En tout cas, moi j'ai vu des images qui m'ont fait un peu peur, je dois dire. Mais où est-ce qu'on est sur du fun qu'on partage en famille? En fait, c'est vraiment un peu des deux. C'est-à-dire qu'en termes d'ambiance et de décoration, c'est aussi une occasion de revisite pour nombre de nos visiteurs. C'est pour vous donner quelques chiffres, on a 1500 bottes de paille, 5 tonnes de citrouilles, on a 500 chrysanthèmes sur le parc, pots de chrysanthèmes sur le parc. D'accord. On a plusieurs semis de maïs et de houblon séché qui viennent en fait décorer le parc. Je passe sur les squelettes et autres cucurbitacées en tout genre. Et en fait, on vient déjà chercher une ambiance et un environnement qui est complètement à part. Ça, c'est la première chose. L'ambiance musicale change. Les couleurs d'automne font le reste aussi. Et puis après, ils viennent se faire peur, quand même un peu. Beaucoup de nos visiteurs viennent costumés. Alors, c'était vrai dès ce week-end, et c'est de plus en plus on s'approche de la date du 31 Oui, octobre, d'autres. sachant que le parc ouvrira encore plus cette Il y a année. des puisqu'on ouvre nocturnes jusqu'au 11 novembre. pour Halloween, il y a des Il nocturnes? n'y a pas de nocturne à proprement parler. En fait, toutes les vacances, du 18 octobre jusqu'au 2 novembre, le parc est ouvert jusqu'à 20h. Donc, il y a une partie du parc qui se fait en nocturne, surtout après le changement d'heure, qui a lieu pendant les vacances. Et donc oui, l'ambiance se découvre de jour comme de nuit. Et on a vraiment une partie, on va dire, très jeunes adultes, ados, les maisons hantées. Là, on vient clairement se faire peur. Mais les gens aiment se faire peur et se faire peur entre amis aussi. Et puis les familles ne sont pas en reste parce que toutes les attractions du parc toute la saison sont évidemment ouvertes, que ce soit les attractions à sensation ou pour les plus jeunes. Et on vient vraiment rajouter des animations en plus de ce qu'on peut proposer tout au long de la saison. Alors, nous, on a le Festival international du cirque de Grenoble qui arrive bientôt. Ouais. Il y a un cirque chez vous? On a le Freaky Circus, ouais. Qu'est-ce C'est le que cirque ce de l'étrange. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est le cirque de l'étrange. C'est une ambiance avec déjà un maître de cérémonie qui est un petit peu... on ne sait pas trop s'il sort de son cercueil ou en tout cas il n'est pas bien réveillé. Rien à voir avec Benjamin Castaldi qui viendra nous voir au mois de novembre. Aucun rapport avec rapport. Benjamin Castaldi, même Bon. s'il est le bienvenu sur le parc pour cette période d'Halloween s'il veut découvrir. S'il veut venir, bien site. sûr. Mais effectivement, donc c'est des numéros de l'étrange, c'est du cirque, des vrais artistes, des vrais acrobates, des circassiens, dans des thématiques un petit peu sombres et humour noir. Mais encore une fois, c'est un spectacle complètement très familial. Et c'est entre guillemets un produit qui est vraiment complet, puisque au départ on se dit qu'on vient plutôt pour les attractions qui sont, vous l'avez dit, certaines assez spectaculaires. Mais finalement, s'il n'y avait pas toute cette ambiance que vous créez, vous le dites, même vous allez aller mettre des courges un peu partout. Il y a beaucoup de temps, vous passez beaucoup de temps à faire ça. Il y a des professionnels des professionnels du cirque, etc. Et ça va avec. L'un ne marcherait pas sans l'autre. Ah, complètement. En fait, on a une douzaine d'animations, attractions supplémentaires quand on compte les maisons hantées. On a des zones de peur avec des comédiens.
bien. Encore une fois, plus ou moins, on a des indicateurs de frayeur en fait sur le Ça, site. c'est bien pour moi, ça, Thomas. C'est une On très va de bonne 1 à chose. 5. Donc Parce on a qu'après, il des faudra choses- me tenir la main pour y aller, sinon je vais Oui, avoir sachant que je peur. précise que Elle me tient pas la main, je suis en train de me tenir la main. non, mais Je vais moi, arriver, moi, dans le truc. Ça va être terrible. Moi, j'adore les films d'horreur, donc pas de Je problème. précise Oui, que c'est le vrai. patch anti-monstre réservé jusqu'à 12 ans, ça a l'effet inverse au-delà. Il y en a Ça pas l'effet là-dedans. inverse. Il en Non, met pas plein de de patch petits cadeaux que je anti-monstre. vais vous montrer. Voilà, histoire de. Voilà, le je docteur donne ta- Mystique, vous pouvez voir. Le docteur Mystique, il est là comme ça. Tout à Hop, fait. on le voit, mais il y en a pas à l'intérieur. Non, c'est super ce que vous faites. C'est vrai que le parc est devenu, enfin les parcs d'attractions dans leur ensemble sont devenus une place privilégiée pour les intermittents du spectacle, pour les créateurs, pour les artistes. Ouais. On vient chercher bien plus qu'une attraction aujourd'hui. Oui, on a clairement dans un parc des d'attractions. intermittents, aussi des compagnies en fait de cirque ou de danse, puisque le Docteur Mystic Show c'est un show de danse également. Ce sont des danseurs professionnels qui nous suivent depuis plus de 10 ans maintenant, qui nous suivent également à Noël après la période d'Halloween. Donc on travaille vraiment avec des prestataires fidèles, même si certaines animations sont des nouveautés. Le cirque, on l'a ouvert l'année dernière, proposé l'année dernière. Nous avions un chapiteau de 400 places, nous avons agrandi, on a doublé la capacité pour accueillir le plus de monde possible. Donc on a un grand chapiteau de 800 places avec, en tout, on a 4 spectacles différents sur cette période qui s'enchaînent de midi à 18h. En gros, tous les quarts d'heure, vous avez la possibilité des d'avoir un bonbons. spectacle. Et quelques bonbons pour vous projeter dans l'ambiance. Et alors ça, c'était la nouveauté de l'année dernière. Ouais. Et la nouveauté de l'an prochain, ce sera quoi? Alors cette année, c'est Uranium. Ouais. Uranium, c'est notre 5e maison hantée. Donc là, on est Uranium, c'est vraiment pas dans- rassurant du tout cette affaire. Non, c'est pas lui. Vous êtes dans une mine Il y désaffectée a avec Crémelville des. en Isère, pas très loin, Ouais, c'est pas là? C'est vrai. Là, c'est plutôt une ancienne mine désaffectée avec des personnes pour lesquelles ça ne s'est pas très bien passé dans leur découverte et qu'on vous invite à aller sauver. Vous allez être muni d'un casque de minier avec une petite lumière. Et puis après, vous vous laissez guider, ma foi, par les hôtes de cette maison. On a des différentes maisons hantées. On a un manoir très traditionnel. On a une maison qui s'appelle Clownstrophobia autour de la phobie des clowns. Ah, j'en connais. Voilà. On a Je une connais maison qui ont qui ça. s'appelle Anaconda, là, qui est plutôt dans la zone Ah, bah ça, c'est bayou, plutôt moi. vaudou, marécage et serpent. Ouais. Et puis une dernière qui s'appelle Alcatraz. Là, c'est bienvenue dans l'univers carcéral avec Maton et prisonniers, dans lesquels globalement ça se passe pas forcément très bien, mais à chaque fois vous êtes cordialement invités. Oui, à rentrer toujours. Et évidemment Avec à le sortir. sourire. Mais vous n'avez pas répondu à ma question pour l'an prochain, c'est quoi? Pour l'an prochain, on parlera déjà bientôt des nouveautés de la saison 2026 avant de parler des saisons d'Halloween. Mais effectivement, depuis 10 ans, il y a des nouveautés régulières chaque saison. Et ça fait partie effectivement de l'ambition du parc de proposer régulièrement des nouveautés pour fidéliser, mais aussi pour donner envie à des personnes de découvrir ou redécouvrir le parc quand ils l'ont pas vu ou visité depuis plus de 10 ans, comme Yann par exemple. Oui, 10 ans, oui, bien 10 ans, mais j'y retournerai. J'y retournerai. Des périodes, de courtes périodes estivales qui sont Halloween ou je crois Noël aussi, Ouais. c'est l'occasion de faire du recrutement dans la région. Vous êtes un Ouais. gros recruteur. On est un très gros recruteur effectivement de la On région. recrute Et combien de Halloween, collaborateurs sur une saison pour en fait, Halloween, par on a exemple jusqu'à 600 contrats saisonniers. Alors, c'est pas 600 personnes forcément physiques, il peut y avoir entre 400 et 500 personnes. Des personnes peuvent démarrer, ne pas forcément faire toute la saison, revenir. Donc, c'est environ 600 contrats saisonniers. Et Halloween est une grosse période de recrutement additionnel. On a beaucoup de personnes qui sont là sur la saison et qui continuent d'être là sur Halloween. Mais on a des profils un peu particuliers sur cette saison. On recrute des zombies, notamment. C'est un peu particulier, mais ils sont Oui. nombreux. Ils sont plus de 100 pour toutes les maisons hantées. Là, des les bons usagers vivants, du il y en a parc. de plus en plus. Je suis pas sûr que ça se Donc, trouve sur Indeed, Et puis on des zombies. renforce, Ouais. on renforce effectivement les équipes sur les attractions, les opérations, parce que ce sont des périodes à assez forte affluence. D'ailleurs, un point important d'organisation, c'est que la réservation sur cette période pendant les vacances est obligatoire. On peut faire carrière chez Walibi. Bien sûr, on peut faire carrière à Walibi. On a effectivement le directeur général du parc aujourd'hui a commencé comme opérateur d'attractions et en restauration à Walibi Belgium. Donc Il oui, faisait des évidemment, frites. et je ne sais pas exactement ce qu'il Si, faisait. faisait des frites. Et on a des personnes qui nous ont rejoints maintenant il y a plus de 15 ans et qui effectivement ont fait différents métiers et sont passés par différentes compétences dans le parc. Ouais. Alors, c'est super, vous accueillez beaucoup de monde, mais est-ce que vous pouvez pas nous donner un petit truc si justement on veut venir à un moment un petit peu plus calme? un petit Sur cette creux. période d'Halloween, Alors, typiquement, peut-être le pas week-end, sur- parce ouais. que le week-end qui va arriver, le tout début de la première semaine des vacances, en fait, plus vous allez vous rapprocher de la date. Du 31. la date du 31 et du week-end avant et après, c'était des dates qui étaient complètes l'année dernière. C'est pour ça que la réservation d'aller sur walibi.fr, c'est important parce que même quelqu'un qui a un billet non daté doit faire la démarche de réserver sa date, ce qui nous permet en fait de contrôler la fréquentation et de pas être déceptif à l'entrée, de refuser du monde. Mais Bon, si on puis veut c'est bien, il éviter fera beau de ce faire week-end la de toute queue, façon. Sinon, Si on veut éviter d'attendre trop longtemps aux attractions. ne pas venir dans un parc la première journée de beau temps après 3 ou 4 jours pluvieux, parce Ouais, que souvent tout le voilà. monde a la même idée. Privilégier ces journées pluvieuses, même quitte à mettre un petit poncho ou un petit pull, vous aurez peut-être un ciel moins agréable, mais beaucoup moins d'attente aux attractions. Et puis de manière générale, la semaine plus que le week-end est moins fréquentée. Voilà, les débuts de saison. Et Noël aussi, qui est une période maintenant qu'on lance depuis 3 ans, qui est un peu moins connue et sur lequel on a des fréquentations moindres par rapport, par exemple, à la période d'Halloween.
Yeah, baby, I got dreams. Want the world on a platter and the sun